Confucius, dans son prologue sur l'organisation sociale, disait, je cite, « Les grands hommes ne sont pas ceux qui font de grandes choses, mais ceux qui font de petites choses de grandes choses. » Fin de citation. Cette maxime, qui trouve toute sa place dans le microcosme politique camerounais à la veille du scrutin présidentiel, témoigne à suffisance la nécessité d'avoir de grands hommes au sommet des États africains. À cet effet, Politoscope, votre programme d'information et de communication politique, est une vitrine sur l'éducation et la sensibilisation politique afin que nul ne soit plus jamais trompé. Oui, très chers téléspectateurs, désormais, ces vendeurs d'illusions qui vous miroitent des projets à longueur de société dont la réalisation relève du mythe, plus jamais ça. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Canal 24, c'est un honneur de vous savoir nombreux à l'écoute de Politoscope, votre programme Acte 1. Au menu du jour, 3 séquences majeures, à savoir tapis vert, qui va dérouler dans quelques instants le tapis à notre invité principal du jour, à travers bien entendu un portrait. Et en deuxième position, nous aurons alternative. C'est simplement le décryptage de l'idéologie et des grands axes du projet politique du candidat invité. Et enfin, nous allons sortir avec une troisième dorsale qui n'est autre que l'Agora. L'Agora est un espace d'échange entre l'invité principal et les téléspectateurs souverains que vous êtes à travers des SMS. Comme je le disais donc tantôt, nous allons donc faire tout ce travail, bien sûr, à travers l'œil scientifique, le regard microscopique, je dirais, d'un expert qui va se prêter au jeu du consultant du jour. Permettez-moi donc, sans plus tarder, de présenter les différents invités que nous avons ce jour. L'invité principal, Monsieur le Président, lui, c'est Serge Espoir Matomba. Il est le premier secrétaire du PURS, entendu comme Peuple Uni pour la rénovation sociale. Bonsoir, Monsieur le Président, et bienvenue. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à mon copanéliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 24. Alors, il faut dire qu'on a du mal à vous situer. Est-ce le président? Est-ce le premier secrétaire? Le premier secrétaire du PURS? Finalement, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots d'emblée, comme cela, le mode d'organisation de votre mouvement? La nomenclature adoptée par notre formation politique voudrait que la première personnalité, n'est-ce pas, s'appelle le premier secrétaire. Vous savez, le premier secrétaire est celui qui est à l'écoute, qui est au service et qui applique les résolutions de l'ensemble des membres, si vous voulez, qui ont siégé et ont pris une décision. D'accord. Alors, à côté de moi, juste à ma droite, le consultant, lui, c'est celui qu'on ne présente plus, c'est le professeur Mathias Eric Omonangini, politologue. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir, monsieur Mouel, bonsoir, monsieur Matomba et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, professeur, on assiste de plus en plus au niveau africain à des élections tant législatives que présidentielles sous fond de tension. Finalement, est-ce qu'on peut dire avec René Dumont que l'Afrique noire est mal partie du point de vue démocratique? Non, je pense qu'il ne convient pas d'être absolument pessimiste, même s'il y a également des raisons de s'inquiéter de la récurrence ou de la permanence des contestations lors des processus électoraux. De toutes les manières, cela fait partie du long processus d'apprentissage du pluralisme et de ses effets politiques. Il n'est pas, comme nous avons tendance à le croire, toujours évident pour un opérateur politique d'accepter sa défaite. Il n'est pas non plus évident pour un opérateur politique de faire accepter sa victoire par ses concurrents. Voilà pourquoi nous devons toujours travailler à renforcer le caractère loyal des opérations électorales parce que cela contribue à réduire les fraudes. Il est vrai qu'une partie des contestations ne sont pas seulement l'effet
des fraudes et des irrégularités, elles sont d'abord le fait de l'absence de confiance dans le processus électoral. Merci professeur. Voilà donc détailler un peu les différents éléments qui vont meubler Politoscope de ce jour. Alors, nous aurons également tout au long de cette émission quelques éléments comme cela qu'on peut appeler les internet, notamment la revue des grandes une de la semaine avec la rédaction centrale. Nous aurons Vox Pop et puis à la fin nous allons terminer avec le jardin secret de l'invité principal. Alors, sans plus tarder, permettez-moi, si vous avez convenance bien sûr, qu'on aille du côté de la régie pour suivre les grandes une de la semaine. Bien, pendant que la régie se déploie à caler l'élément, nous allons donc revenir sur le plateau, histoire d'échanger un peu. Alors, professeur, vous gardez la parole. On a vu au Zimbabwe, en ce moment, où ça ne va pas avec les élections. Nous avons vu également, c'est le cas au Comores. C'est également même le cas, si on peut le dire, de manière anticipée, au niveau du Congo-Kinshasa, avec le retour de Jean-Pierre Bemba, après avoir passé 10 années du côté de l'AI. Alors, qu'est-ce que cela soubourne? En fait, la récurrence des contestations électorales, aussi bien pour les scrutins présidentiels, les scrutins parlementaires que les scrutins municipaux, indique l'âpreté des luttes politiques qui se déroulent sur le continent africain. Ces luttes sont d'autant plus âpres qu'en réalité, la conquête des mandats est un élément fondamental dans la structuration du jeu politique parce qu'elle apparaît vitale à un certain nombre d'acteurs. Autrement dit, pour certains acteurs, perdre des mandats, c'est une question de vie ou de mort, et pour d'autres, les gagner, c'est également une question de vie ou de mort. Bien entendu, cela est lié à une certaine économie politique. L'économie politique de la démocratisation en Afrique est encore fragile. On a tendance à réduire la démocratie à des jeux politico-institutionnels, à des jeux sociopolitiques, mais il y a également une économie de la démocratie qui est importante si on veut la stabiliser. Autrement dit, comment se répartissent un certain nombre d'avantages et d'atouts entre ceux qui vont l'emporter et ceux qui vont perdre les élections. Parce que, évidemment, lorsqu'on a des systèmes dans le cadre de winner takes all, autrement dit, le gagnant prend tout, ça peut susciter de la frustration ou de la colère chez ceux qui perdent, qu'ils perdent de manière loyale ou déloyale. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur notre invité principal de Best. Alors, est-ce que de votre côté, vous avez déjà préparé l'issue des élections au cas où ça ne se passerait pas bien? C'est pas ce que je vous souhaite, bien sûr. Au cas où ça ne se passe pas bien, alors vous êtes préparé pour qu'on ne vive pas les tensions que nous voyons de l'autre côté? Écoutez, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule option, gagner. Alors, nous ne sommes pas en train d'entrevoir la possibilité de perdre, n'est-ce pas, les élections. Et nous travaillons durement pour atteindre ou arriver à cette victoire. Donc cette possibilité, n'est-ce pas, de penser à un chaos si nous perdons les élections ne fait pas partie de notre option. Pour l'instant, nous avons une seule option, ce qui est celle de gagner. Alors, mais cependant, c'est des situations que nous vivons très souvent en Afrique. Alors, vous, le peuple unique pour la rénovation sociale, alors, est-ce que vous tenez parfois des réunions, des séminaires d'information pour que, effectivement, de tels actes puissent se produire sur notre territoire? Écoutez, nous estimons déjà que la politique n'est véritablement pas enseignée au Cameroun. Quand vous allez avoir l'occasion de parcourir notre projet politique, notre offre, vous allez constater que elle tire son essence sur la refondation du système éducatif. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut reconstruire l'homme camerounais. Il faut redéfinir le profil de l'homme camerounais. Et à partir de cet instant, vous constaterez que pourquoi nous sommes allés sur ce pan-là. Parce que lorsque vous observez notre société, nous avons des problèmes liés à l'homme, à l'éducation de l'homme. Et ce sont des problèmes qui se reflètent aussi dans la vie politique au Cameroun. Vous avez plusieurs personnes qui vous disent qu'ils sont découragés par la politique, ils ont
ils ne veulent pas entendre parler. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'ils savent de la politique. Est-ce qu'ils ont véritablement vécu ce qu'on appelle politique? Parce que, vous savez, après le retour au multipartisme dans les années 90, il est clair que le régime en place a été très violent avec certaines personnes, mais il est aussi évident que la plupart des leaders politiques en ce moment-là, c'était des leaders qui n'avaient pas une grande compréhension même de ce que c'est que la politique, qui est d'abord un vecteur, si vous voulez, éducatif. Alors, les gens ont développé, c'était plus basé sur des slogans, pas un apprentissage réel, et on n'amenait pas les citoyens à savoir ce que c'est que l'engagement et la participation même pour le développement. Ce qui fait que notre société, jusqu'à ce jour, est cette société qui est dans cette situation. Les gens ont comme impression que les hommes politiques les ont dessus. Ils ne se sont pas rendus compte que la plupart d'hommes politiques qui animaient les partis politiques ou qui les animent jusqu'à présent étaient des personnes qui se battaient pour des intérêts personnels, étaient des personnes qui avaient un agenda précis, qui n'était pas l'agenda pour tous les Camerounais et pour le Cameroun. Donc voilà, et à la moindre déception, des gens se sont tout simplement résignés. À la moindre frustration, ils se sont résignés. Lorsqu'on a essayé d'effrayer, parce qu'il y a eu des morts aussi, des gens ont tout simplement décidé, n'est-ce pas, de se résigner complètement et dire, bon voilà, la politique c'est une affaire des autres. Donc il y a un problème de fond qui est un problème d'éducation et puis un problème de culture par la suite, politique, et c'est pour cette raison que nous disons qu'il est important aujourd'hui d'apprendre même au Camerounais ce que c'est que la politique. Il est important de reconstruire l'homme. Et nous faisons donc ces séminaires de formation de temps en temps dans notre formation politique pour que nos militants soient des personnes préparées, qu'ils soient des personnes en même de savoir et de comprendre que la participation pour le développement est nécessaire et obligatoire. Alors, professeur, je vais donc vous poser la question, il a bien fait d'embrayer. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la dépolitisation de la population camerounaise, notamment les jeunes? La dépolitisation que l'on peut constater dans de nombreux segments de la société camerounaise est globalement liée à un état de dépression de l'esprit républicain, à un état de dévalorisation de la République. Effectivement, quand on est dans une situation où les affaires communes ne sont pas perçues sous le signe de la qualité et de la valeur, de nombreux citoyens ont tendance à s'éloigner du champ des affaires communes, c'est-à-dire de la politique. Effectivement, cette situation peut être liée à un déficit important d'éducation et de formation politique. Il existe des instruments, mais précisément, il faut les diversifier. En effet, dans le système éducatif formel, il existe des enseignements d'instruction civique qui, en réalité, devraient conduire le citoyen à assimiler un certain nombre de notions concernant les institutions politiques et constitutionnelles qui organisent la vie politique dans notre pays. Mais au-delà, il importe effectivement de diversifier la formation politique, notamment à travers l'institutionnalisation du débat politique. Vous voyez, beaucoup de Camerounais regardent le débat politique comme quelque chose qui est simplement de l'ordre du loisir et d'un loisir distant de la réalité, alors qu'en réalité, ça devrait être l'occasion d'éclairer le citoyen sur le fonctionnement de la cité et de lui permettre de se positionner dans le champ des valeurs qui sont en compétition pour l'organisation de la cité. Et précisément, la dépolitisation est importante parce que beaucoup de personnes, pas seulement les jeunes, se désintéressent du débat politique, parce que le débat politique est précisément l'une des écoles où on forme les gens à la connaissance de la politique. Par la suite, ceux qui se montrent intéressés peuvent intégrer des organisations citoyennes qui font de la politique, mais qui ne font pas de la politique partisane. Ils peuvent aussi intégrer des partis politiques, et les partis politiques ont l'exigence de former, comme l'indiquait M. Matomba, leurs militants et cadres à la connaissance des rouages de la politique. Ils sont
tenus de former leurs membres pour que ceux-ci disposent d'une culture politique substantielle, parce que la culture politique substantielle est un élément dans l'action des formations politiques. Il est important aussi que les institutions républicaines contribuent à la formation des citoyens. Et ça, ce serait possible, par exemple, si nous avions développé, ce qui n'est pas vraiment le cas dans notre pays, une culture publique, par exemple, à travers des bibliothèques publiques, dans lesquelles, au niveau municipal, les citoyens pourraient se former, pourraient apprendre, pourraient s'éduquer à différents niveaux. Mais cependant, est-ce que les hommes politiques en eux-mêmes ne sont pas aussi la raison de cette dépolitisation? C'est que très souvent, les discours qu'ils diffusent sont de nature à repousser la jeunesse et même certaines tranches de la population de la chose politique. Notamment, je voudrais citer l'un des discours du chef de l'État qui disait la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Est-ce que ce genre de discours n'est pas de nature à contribuer à éloigner et à dépolitiser davantage les jeunes? Non, en fait, quand le président Biya disait la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, il était dans une logique spécifique, une logique contextuelle dans laquelle son gouvernement était confronté à une dynamique de crise multisectorielle, faisant que les enjeux de la politique qui devraient se jouer de manière précise dans les arènes institutionnelles se retrouvaient dans d'autres arènes. Maintenant, si on a effectivement une compréhension déformée de son propos, cela signifierait qu'effectivement la politique ne concerne pas les autres secteurs de la société, ce qui n'est pas vrai, mais elle les concerne d'une autre manière. Il est important aussi dans la culture politique de faire comprendre qu'il y a un espace dans lequel le jeu politique doit être principalement inscrit. Cet espace, c'est le champ politique. Ce champ politique qui correspond à la fois à une arène de représentation. On voit des formations politiques en compétition pour conquérir des mandats de représentation locale, municipale, à la limite locale et nationale, sénatoriale, à l'Assemblée nationale ou comme candidat à l'élection présidentielle. On voit également le champ politique sous un autre signe, celui de la capacité à mettre en place des politiques publiques. Donc, il est important que les gens sachent qu'à la fois en tant que citoyens, ils doivent s'intéresser aux affaires politiques et en même temps que la politique se joue principalement dans un espace et que les principaux acteurs de cet espace, ce sont les hommes politiques, même si effectivement il y a d'autres acteurs qui peuvent entrer en compte, ceux qui animent et conduisent les organisations citoyennes, les journalistes politiques, les commentateurs politiques, les analystes politiques, mais la politique se fait d'abord principalement dans les interactions et les transactions entre hommes politiques et partis politiques. Effectivement, entre hommes politiques et partis politiques. Nous sommes donc dans le champ politique. Alors, Monsieur Espoir Matomba, vous qui êtes le premier secrétaire du PLUS, est-ce qu'on a l'impression, est-ce que chez vous, effectivement, vous participez à ce genre de fora, c'est-à-dire des forats d'information, d'éducation, et si oui, comment est-ce que les jeunes apprécient cela? Écoutez, ce que vous devez comprendre, c'est que nous nous inscrivons d'abord dans cette forme de parti éducatif parce que nous estimons que c'est notre rôle, d'ailleurs, de le faire, d'amener, n'est-ce pas, non seulement nos militants, mais aussi des sympathisants et des volontaires qui ont, n'est-ce pas, envie de prendre et d'avoir un plus et d'en savoir beaucoup plus dans ce qui est du champ politique. Nous les amenons déjà à comprendre ce que c'est que l'engagement citoyen, l'engagement pour une cause, l'engagement pour la nation. Est-ce que vous dépassez les discours pour aller au niveau des actes, certains actes concrets tels que par exemple la sensibilisation aux inscriptions sur les listes électorales? On ne vous a pas beaucoup vu sur ce champ. Écoutez, je ne sais pas comment, avec quels yeux ou alors avec quelle caméra vous fonctionnez. Je tiens à vous rappeler qu'après la révision, n'est-ce pas, du code électoral en 2012, nous sommes la première formation politique à demander aux gens à descendre. Nous sommes descendus dans la rue pour demander aux gens, inscrivez-vous.
nous avons continué chaque année. Chaque année, nous avons mené des campagnes d'inscription. Ce que vous devez retenir ici, c'est que nous sommes un parti qui, nous estimons que le travail de fond qui doit se faire n'est toujours pas le travail qui doit être tout de suite présenté. Parce que vous savez, l'éducation aussi répond à un certain canal selon nous. Okay? Parce que ce n'est pas parce qu'on va prendre du vuvuzela qu'on dira forcément que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, depuis, je le précise encore, depuis 2012, chaque année, nous menons des campagnes d'inscription sur les listes électorales, même si nous estimons que les inscriptions peuvent se faire autrement. Mais nous sommes solidaires là-dessus avec l'organisation, la structure qui organise les élections en disant nous encourageons les uns et les autres à s'inscrire parce que c'est un devoir citoyen que chacun doit pouvoir remplir. C'est noté bien. Nous allons rentrer rapidement du côté de la régie. On va aller pas de pouce parce que le temps nous tient déjà à la gorge. On va rentrer donc du côté de la régie pour les grandes unes, l'arrivée des grandes unes de la semaine concoctée par le rédacteur en chef, Monsieur Christian Ndiomo. Bonsoir. À la une de la presse cette semaine, la conférence de paix initiée par le cardinal Christian Toumi, l'après-bac et la rentrée scolaire et la rumeur autour de la CAN 2019. La crise dans les régions anglophones est loin d'être terminée. Cameroun Tribune indique que la présence des forces de l'ordre est indispensable pour la protection des personnes, de leurs biens et même de l'intégrité territoriale. Cela arrive au moment où le cardinal Christian Toumi envisage une conférence générale anglophone du 29 au 30 août prochain. Une main tendue qui fait débat, constate le quotidien Le Jour. Cameroun Tribune se contente de relayer la position du gouvernement. Oui à toute initiative pouvant ramener la paix au Cameroun, mais aucune impunité envisagée, comme le demande l'Église catholique. C'est donc un désaccord cardinal. Écrit Mutation, Repère va plus loin et précise même que les sécessionnistes ont désavoué Christian Toumi. Le gouvernement rejette la médiation. Toumi, constate Le Messager, alors que d'autres journaux n'ont pas été tendres envers le cardinal. C'est un plan machiavélique contre l'État, s'offusque l'anecdote. Panel Hebdo y voit une religieuse entourloupe et sans détour croit savoir les pièges de cette conférence. Pour l'indépendant, l'Église catholique constitue les âmes des ennemis de l'intérieur. Et l'essentiel de s'interroger, le cardinal Toumi est-il instrumentalisé ou dépassé par les événements? Face à ces prises de position, Le Messager s'étonne du silence du président Biya face aux injures de certains défenseurs de son régime à l'endroit du cardinal Toumi. Loin de la souffrance des populations des régions anglophones, c'est la route qui a causé du tort aux populations du littoral en début de semaine. Le journal Le Soir a publié des révélations incroyables. Après cette rupture d'une troisième buse sur l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé, des batailles autour de l'attribution des marchés publics qui plombent les travaux, qui divisent même les pontes du régime, selon Le Messager. Le climat n'est pas aussi serein dans le secteur de l'éducation. À l'issue des résultats du bac 2018, Info Matin salue le succès du système anglophone, des résultats en hausse par rapport à l'année dernière. Au moment où l'euphorie gagne les lauréats, l'hebdomadaire Baromètre communautaire se pose la question fondamentale: que vaut finalement le bac au Cameroun? Même si l'office du bac soutient qu'aucun candidat n'est admis avec une note inférieure à 10 sur 20, le bac camerounais semble subir une décote à l'étranger, écrit le journal. Terminons par le football. Y a-t-il péril sur la CAN 2019 prévue au Cameroun? La rumeur a fait le tour de la toile cette semaine après les déclarations d'un chroniqueur égyptien qui croit savoir que la CAN 2019 a été délocalisée au Maroc. Du coup, l'hebdomadaire Investigation s'en prend au comité de normalisation, accusé d'incompétence et de comploter contre l'État. Le même journal cherche à comprendre ce que le président de la FIFA est allé faire au Maroc, des manœuvres qui viseraient, selon le journal, à influencer la CAF en vue du retrait de la CAN au Cameroun. Face aux champions de la rumeur, de la polémique, l'essentiel prévient: Paul Biya doit avoir sa CAN comme une mise en garde au comité d'organisation qui veut faire mentir au président de la République, qui avait déjà déclaré que le Cameroun sera prêt le jour dit. Ainsi va l'actualité telle que traitée par la presse. À la semaine prochaine.
merci à toute la rédaction centrale chapeautée par le rédacteur en chef Christian Dioumou. Tout ce bonheur, bien sûr, pour nos téléspectateurs de Canal 24. Alors à présent, c'est vrai que nous l'avons commencé depuis le début, mais à tout seigneur, tout honneur, nous allons donc rentrer dans la première dorsale, la première séquence majeure de notre programme, c'est bien sûr Tapis Vert des guests. Et ici donc, nous allons voir un peu le portrait de celui-là même qui est avec nous ce jour, ek nom etier homo, ici et maintenant, voici l'homme à travers le portrait. S'il y a quelques-uns qui soient inconnus de la scène politique camerounaise, lui n'en fait pas partie. Pourtant, de taille moyenne et de petite corpulence, le personnage est plutôt imposant par son verbe et son franc-parler. Que dire alors de sa parure? Toujours tiré à 4 épingles, le jeune fils d'une cam se reconnaît à travers ses belles chemises blanche-neige et toujours retroussé à 1000 bras. Serge Espoir Matomba, puisqu'il s'agit de lui, est le premier secrétaire et conseiller municipal à Douala 4 du peuple uni pour la rénovation sociale Pulse, une formation politique créée le 14 mai 2018. Nous avons initié le processus en 2008, si vous voulez, le 25 octobre, et nous avons été légalisés le 14 mai 2010. Donc, le 14 mai 2010, nous devenons officiellement un parti politique. Le 5 juin 2010, nous lançons officiellement le parti Akumba. Et 5 jours plus tard, nous sommes à Ngoketunja, en Dop, à Bamenda, dans le nord-ouest. Et c'est comme ça que nous commençons à parcourir donc, l'étendue du territoire national et même la diaspora camerounaise. Nous sommes présents dans les 10 régions. Taxé de vantard pour certains et de charismatique pour d'autres, Serge Espoir Matomba est plutôt né d'une famille modeste qui lui a inculqué les valeurs humanitaires et le culte de l'effort. Alors, mes débuts n'ont pas été très faciles. Je n'avais pas de moyens et je me disais, il faille, si vous voulez, que je réussisse quelque chose. Et surtout que mon papa, dès le bas âge, nous disait, apprenez à devenir indépendant. Demain, vous serez dans vos foyers. Demain, vous serez dans vos maisons. Vous n'aurez pas les parents que nous sommes auprès de vous. Lorsque vous vous levez le matin, apprenez à balayer le sol. Faites-le de votre gré. Brossez-vous les dents vous-même. Soyez indépendant. Devenez autonome. Et vous voyez, à 17 ans, j'ai voulu mettre sur pied une entreprise, mais je n'avais pas de moyens. Je me suis dit, par où commencer? Et j'ai vite compris qu'il fallait, à défaut d'avoir des moyens colossaux, vendre de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur pied un cabinet d'études et de viabilisation de projets. S'agissant de son cursus scolaire et académique, alors tenez-vous tranquille. Il n'aime pas en parler, non parce qu'il n'y a rien à dire à ce sujet, mais simplement parce qu'il n'est pas un partisan du culte du diplôme, mais un féru des compétences. À cet effet, il est titulaire de nombreux diplômes nationaux et étrangers pour avoir poursuivi ses études supérieures en Europe où il aura appris plusieurs langues qui font de lui un polyglotte. Quant à sa dimension sociale, Serge Espoir Matomba est un homme affable qui s'accommode mal du protocole au profit d'une proximale relationnelle. D'ailleurs, rendu au siège du dit parti, situé au quartier Eligesono à Yaoundé, l'atmosphère qui règne lors des séances de travail est une ambiance bon enfant. Ouais, encore, il y a la passion. C'est important. Très important. Entrepreneur et homme d'affaires depuis l'âge de 17 ans, son basculement dans le microscope politique tient à son ardent désir de réduire l'injustice sociale et de restaurer un nouvel ordre gouvernant au Cameroun. Pourquoi est-ce que notre pays ne décolle pas? Pourquoi est-ce qu'avec tant de diplômés,
on ne parvient pas à apporter les meilleures conditions de vie aux Camerounais. Et on se rend compte que la qualité même de l'éducation que nous avons reçue, ou alors le diplôme en lui-même, ne définit en rien la compétence d'un être humain. Donc la compétence est définie par autre chose. L'intellectualisme, c'est tout autre chose, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Et on se dit, est-ce que nous devons continuer à construire cette nation uniquement des diplômés, ou alors est-ce que nous devons former des Camerounais, avoir des bons profils, n'est-ce pas, de Camerounais, une éducation de qualité qui puisse amener les Camerounais à entreprendre, à devenir des acteurs du développement. Dans l'ethnoculture Sawa, ce grand peuple de l'eau auquel il est originaire. Son nom signifie le passage de l'espoir. D'ailleurs, Serge Espoir Matomba compte se positionner comme la voix du changement du 7 octobre 2018. Jos Wetansi. Merci beaucoup à Priska Ambassa pour ce portrait de notre invité principal. Et j'espère qu'ici est bien ce portrait, bien sûr, à la personne. Alors, nous allons aller très vite, monsieur le premier secrétaire, Serge Espoir Matomba. Nous allons passer très rapidement à la deuxième dorsale de notre émission, la deuxième séquence majeure. Il s'agit bien sûr d'Alternative. Et rassurez-vous, Alternative est simplement en quelques minutes. Vous allez dérouler les grands axes de votre programme politique, histoire de permettre, bien sûr, à nos téléspectateurs d'être déjà au parfum et de s'imprégner davantage de ce que vous ferez pour le changement de leurs conditions de vie. Et cela, vous le ferez à travers la question centrale qui est la suivante. En quoi le puce est-il une alternative sérieuse pour le bien-être du peuple camerounais? Vous déroulez donc en quelques minutes les grands axes de votre programme politique. Déjà une petite précision, vous savez, j'ai suivi votre collègue qui faisait le portrait, je crois que c'est un lapsus, de dire que le PUR est légal depuis le 14 mai 2018, c'est plutôt 2010. Je pense qu'elle a dit 2010, ou alors on a plutôt mal entendu. Elle a dit 2018. Elle a dit 2010, hein? Oui. Ok, d'accord, donc j'ai dû mal entendre, mais c'est pour dire que... vous avez parlé d'abord de 2008, puis vous avez dit légaliser en 2010. C'est-à-dire on commence la démarche le 25 octobre 2008, et nous sommes donc légalisés le 14 mai 2010. C'est ce qui a été dit. Donc, il faudra que je précise quelque chose. Nous avons aujourd'hui une offre ou un projet politique qui découle, n'est-ce pas, du travail que nous avons effectué sur le terrain durant 10 ans. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au lendemain, n'est-ce pas, des causeries de mise sur pied de notre plateforme que nous avons appelée plus tard le PURS, nous avons commencé à parcourir le pays tout entier en vue de recueillir, n'est-ce pas, les données réelles de la vie des Camerounais tous les jours. Il fallait toucher du doigt les réalités, il fallait discuter avec ceux-ci sur les problèmes et même les solutions de la vie, n'est-ce pas, dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Monsieur le Premier secrétaire, nous sommes donc au bout de cela, nous sommes arrivés, au bout de cela, il faut le dire, notre projet il est volumineux. Oui, non, juste quelques grands axes. Les grands axes se définissent en 5 points. Les grands axes se définissent en 5 points. Le premier point, c'est une éducation d'excellence. Dans l'éducation d'excellence, nous redéfinissons le profil du Camerounais. Et le deuxième point, c'est une santé préventive et curative. Dans la santé préventive et curative, nous, n'est-ce pas, accordons, n'est-ce pas, au Camerounais une assurance maladie. Et puis, nous dotons, n'est-ce pas, des institutions de recherche des moyens pour pouvoir éradiquer les pathologies et bien d'autres maladies tropicales. Donc, dans le troisième point, nous avons la sécurité. Et dans la sécurité, nous avons la sécurité alimentaire, la sécurité du territoire, tout ce qui touche à la sécurité. Donc, dans le quatrième point, nous avons l'économie. Dans l'économie, nous avons une économie souveraine et un cadre d'emploi pour tous. Parce que nous estimons qu'il faut avoir une économie dynamique et un cadre d'emploi pour tous. Qu'est-ce que nous mettons dans le cadre d'emploi? Nous avons, n'est-ce pas, un des grands points, des points forts du cadre d'emploi, c'est que nous allons créer 5 millions d'emplois en 5 ans.
Au cinquième point, nous avons, n'est-ce pas, le combat contre les inégalités. Lorsqu'on parle du combat contre les inégalités, ici on parle du combat contre les inégalités de classe et des inégalités de sexe. Donc voilà, en 5 points, le vaste chantier dans lequel nous allons nous lancer au lendemain de notre prise du pouvoir. Je tiens à préciser que c'est juste 5 points qui ressortent, n'est-ce pas, d'un résumé de 40 pages et qui, lui, le projet est pratiquement à près de 400 pages. Bien, merci. Alors, je vais vous relancer. Je rappelle simplement qu'ici, ce n'est pas la phase du débat. Simplement, vous avez exposé les différents axes de votre projet de société. Et puis, à côté, nous avons le consultant. Nous allons nous retourner bientôt vers lui. Mais avant cela, il se dit, vous allez répondre à 2 interrogations, histoire de restituer la vérité. Il se dit, lors de nos investigations, que vous avez pastiché une bonne partie du programme politique de M. Cabral Libye en matière de couverture sanitaire et d'emploi. Qu'en est-il exactement? Écoutez, je n'aime pas souvent entrer dans ce type de débat. Notre projet, il est disponible depuis 3 ans. Je le dis encore, il est disponible depuis 3 ans. Ça fait 1 an que nous sommes en train de le présenter de nouveau à tous les Camerounais. Quand je dis disponible, il n'était pas disponible pour nous. Il était déjà dans notre site. Donc, je ne veux pas entrer dans... Il n'y a pas de polémique. Dans les polémiques, ce qui peut être dit par les uns ou les autres. Lorsque je vous donne ce nombre de temps, vous devez comprendre que si quelqu'un a plagié ou a tiré, n'est-ce pas, des éléments de notre projet... C'est lui qui aurait plagié dans chez vous. Je préfère ne pas le dire ainsi. D'accord, parce que dans tous les cas, on trouve pratiquement les mêmes éléments similaires. On trouve par exemple la couverture santé pour tous. On trouve également 5 millions d'emplois sur 5 ans. Finalement, on a envie de se poser la question de savoir qui a pastiché, qui a pris chez l'autre. Bon, dans tous les cas, c'est pas important. C'est très important, c'est très important parce que vous savez, nous ne faisons pas de la politique une séance comme j'aime souvent. Nous ne nous lançons pas en politique dans l'improvisation. C'est toute une préparation, c'est toute une école. C'est toute une école, je le précise encore. Et le projet que nous avons, vous savez, pour l'avoir, c'est tout un travail de terrain, de fond. Et c'est très sérieux. Ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons présenté aux Camerounais. Il est évident qu'on le disait, on le dit toujours jusqu'à présent, qu'aucun parti n'a un projet, aucun parti n'a un c'est un discours qui est véhiculé. Pourtant, les uns et les autres refusent juste de faire des recherches ou alors de lire. Tout simplement, il ne faut même pas faire des recherches. Alors, vous avez l'impression qu'il y a plein d'imposteurs dans le champ politique? Non, je ne juge pas, n'est-ce pas, les arrivées des uns et des autres en politique. D'ailleurs, j'estime que c'est normal que nous puissions être plusieurs acteurs sur le champ politique. Et j'encourage, c'est pour cette raison d'ailleurs que nous parlons depuis du renouvellement de la classe politique. Nous invitons depuis plusieurs personnes à entrer dans ce champ-là parce qu'il est nécessaire que nous puissions, n'est-ce pas, renouveler notre classe politique actuelle. Et ici, l'élaboration d'un projet, je dis encore, ne dépend pas d'une improvisation. C'est un travail de fond. Et ce travail de fond, nous l'avons fait depuis plusieurs années. Nous l'avons actualisé, je dis bien actualisé, il y a 1 an et présenté depuis plus d'1 an. Donc, plusieurs personnes sont en possession de ce projet depuis plusieurs mois. Merci. Alors, professeur, emploi pour tous, vous avez suivi. Emploi pour tous, est-ce que c'est possible? 5 millions d'emplois. Sur 5 ans. Financer comment? Il faut donc nous donner le mécanisme de financement, et puis les conditions dans lesquelles les ressources seront mobilisées, et puis les contraintes qui peuvent être liées donc à cette mobilisation des ressources. Sur quoi va-t-on les prendre? Est-ce que ce sera par la voie fiscale? Et si c'est pas la voie fiscale juste, c'est possible. Est-ce que ce sera par l'endettement? Si c'est l'endettement, par quel moyen et à quel moment? Voilà, merci pour cette question. Avant de répondre, de venir sur, certainement ma réponse aboutira au processus du financement. Parce que c'est très simple. Nous disons ceci, les 5 millions d'emplois ne seront pas les 5 millions d'emplois ne seront pas créés par l'État. L'État créera des conditions favorables à un climat d'affaires propice et un climat d'affaires qui sera bénéfique pour tous les Camerounais. C'est le climat d'affaires que nous allons créer. Et nous allons donc accompagner les PMI, PME et les startups en encadrant cela. Comment est-ce que nous allons faire?
J'arrive, justement. J'arrive. Nous allons d'abord, dans un premier temps, demander aux PMI et PME qui vont embaucher un minimum de 5 Camerounais. Nous allons exonérer ces PMI et PME start-up de certaines taxes durant 3 ans. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que là, nous entrons dans l'assiette fiscale. Nous exonérons certaines taxes en conditionnant ces PMI, PME d'embaucher un minimum de 5 Camerounais. L'essentiel ici pour nous, c'est d'avoir au bout de 5 ans 1 million d'entreprises créées et d'avoir et avoir, permettez-moi professeur d'arriver, et avoir, n'est-ce pas, les 5 millions d'emplois créés. Sauf que, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons accorder aux institutions financières, si vous voulez, les banques, certaines banques de la place avec lesquelles nous allons entrer en négociation. Nous allons pouvoir les accorder une garantie souveraine pour qu'elles puissent, dans le cadre financier, encadrer, accompagner les entreprises, les petites et moyennes entreprises et start-up. Donc voilà un peu un premier schéma. C'est un premier schéma. Mais je vais aller plus loin. C'est pour dire que là, si au bout de 5 ans, nous avons 1 million d'entreprises créées, ça nous fait pratiquement 5 millions d'emplois sans que nous ne puissions nous endetter véritablement, parce que la garantie souveraine que nous allons accorder aux banques, ce sera un crédit que les banques vont donner à ces entreprises qui, elles, vont pouvoir rembourser. Mais plus loin, professeur, nous avons dit que nous allons là, il faut chuter, parce que là, on va passer à la troisième séquence. Il faudrait que nous allons injecter 2000 milliards, n'est-ce pas, dans l'agriculture. J'arrive, professeur. Je viendrai sur, n'est-ce pas, les poches de ressources que nous avons. Pour solidifier le grenier camerounais, parce que nous allons appliquer des réformes qui seront dures pour les Camerounais et pour le Cameroun. Et pendant que nous appliquons dans ces réformes, nous ne voulons pas que les Camerounais aient faim. Mais dans même les métiers de l'agriculture, parce que en injectant ces sommes, vous savez qu'il y a autant de métiers qui se créent dans l'agriculture. Là, on estime plus ou moins à pratiquement 3 millions de métiers qui seront créés, 3 millions d'emplois qui seront créés dans les métiers d'agriculture. Je vais aller plus loin, professeur. Permettez-moi, je vais revenir sur la question de financement. Vous allez trouver cela très simple par la suite. Et nous disons que le textile camerounais, qui lui, il y a quelque temps encore, représentait une valeur importante sur le PIB camerounais, aujourd'hui ne représente pratiquement rien. Nous devons développer n'est-ce pas, le textile camerounais. Nous devons, parce que nous allons baser notre économie sur la production et la transformation des produits locaux. Donc, on va dans le domaine du textile mettre, n'est-ce pas, un accent particulier. Pourquoi? Comment? Et pourquoi? Parce que à ce niveau-là, il faudra prioriser. J'aime d'ailleurs la tenue que le professeur porte. Prioriser, n'est-ce pas, la fabrication du textile camerounais pour que les Camerounais d'abord consomment cela, ce qui crée de la richesse. Et dans ce domaine-là, nous avons pratiquement recensé près de 500 000 emplois que nous pouvons créer sans trop d'efforts. Il y a un autre secteur qui est très important pour nous, en dehors de l'éducation, où les métiers de l'éducation vont aussi générer pratiquement 1 million d'emplois. Il y a le domaine du tourisme. Nous avons pratiquement recensé près de 548 sites touristiques au Cameroun qui sont non viabilisés. En viabilisant ces sites touristiques, professeur, nous allons pouvoir, parce que là encore je dis, là encore je dis, ce n'est pas l'État qui va dépenser, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Justement, voici ce que nous allons faire dans un premier temps. Nous allons faire les états généraux des finances. Et lorsqu'on fait les états généraux des finances, avec les chiffres que nos experts financiers au sein de notre formation politique nous donnent, sur les 2 premières années, on mobilise pratiquement 18 000 milliards. Ça, c'est la première des choses. Mais nous disons toujours que ce ne sera pas du ressort de l'État, n'est-ce pas, de mettre tout le paquet qu'il faudra pour la création de ces emplois et de ces richesses. Il y a un secteur que nous allons beaucoup développer, c'est le secteur du partenariat public-privé. Ça, c'est un secteur que nous allons énormément développer. Mais outre cela, nous avons pu dénicher
Si, ça résout, mais nous avons pu dénicher, permettez-moi de répondre à la question. Sur la troisième sur la question. Je voudrais chuter, si vous me permettez, sur la question des financements. Il y a par exemple une taxe que nous allons développer sur les produits domestiques, qui sont les produits qui appartiennent à notre sous-sol et à notre sol. Et cette taxe servira à financer, d'ailleurs, le système éducatif que nous voulons obligatoire. Nous avons les données. Non, nous n'envisageons pas. Nous avons les données. Et justement, c'est son rôle, il est dans son rôle. Là. Ce n'est pas rapporté à l'État, vous voulez dire? Non, mais puisque vous dites que vous allez financer, c'est-à-dire qu'après avoir un certain nombre de taxes, il faut bien qu'il y ait il faut s'endosser certainement sur non, ici quand on parle, ce n'est pas toutes les opérations qui sont financées par les taxes. J'ai développé d'autres. J'ai compris qu'il y a des l'exonération des taxes en PPTE et d'autres. Je vais vous prendre un exemple simple sur une taxe qui est prélevée présentement sur les billets d'avion au Cameroun, qui est de 75 359 francs par billet. Les billets qui vont, les billets qui sont achetés des personnes qui vont à l'étranger, c'est une taxe qui est présentement prélevée, mais qui est pratiquement mal gérée. Là, vous voyez que l'État du Cameroun encaisse pratiquement, professeur, 4 milliards par mois. C'est pour dire que sur un an, ces 4 milliards complètement transférés dans le domaine de la santé pour financer la santé, c'est quelque chose. Vous avez le chiffre sur un an. C'est pour dire qu'on a déjà des données réelles sur lesquelles nous allons nous appuyer pour dire voilà ce que nous faisons et avec ces chiffres. Tout à l'heure, je vous ai parlé. S'il vous plaît, permettez que nous continuions. Nous allons, professeur, si vous permettez, s'il vous plaît, nous allons revenir certainement au niveau de la troisième séquence majeure. Le temps nous tient. Bientôt, on va avoir droit au journal. Alors, nous allons certainement rentrer rapidement du côté encore de la régie. Bon, on me fait savoir que ce n'est pas encore, l'élément n'est pas calé, il s'agira du Vox Pop. Alors, vous allez donc poursuivre, donc vous avez encore 60 secondes. Allez-y. Oui, donc j'étais en train de dire que, outre, n'est-ce pas, ça ce sont des taxes qui sont présentement prélevées, dont nous n'allons pas réinventer. Ça veut dire que c'est de l'argent bien calculé qui est injecté dans un secteur. Comme par exemple les taxes que nous allons prélever pour financer l'éducation et même les routes, comme nous l'avons dit. Et là encore, c'est un partenariat public-privé. Donc nous n'avons pas besoin de nous endetter. Nous avons juste besoin de définir le cahier des charges. À partir du moment où on définit le cahier des charges, qu'est-ce que nous faisons? L'entreprise, n'est-ce pas, qui gagne le marché, c'est qu'au bout de 10 ans, 20 ans, je vais pouvoir rentrer en possession de mon argent et des intérêts. L'entreprise se lance sur, n'est-ce pas, ce chantier et l'État prélève encore là un pourcentage. C'est pour dire que tout est calculé et tout est précis dans ce que nous faisons. Parce que en dehors du projet qui est pour nous la vision, nous avons un programme bien défini, bien déterminé et bien chiffré. Donc c'est pour dire que quand on avance des chiffres, c'est parce que nous avons des experts qui ont travaillé là-dessus, qui avec nous, qui nous ont dit, voilà les experts du parti qui ont dit, voilà ce que nous avons et comme ça nous allons financer. Il suffit pas d'avancer les chiffres, il faut pouvoir le faire de manière convaincante. Présenter les mécanismes par lesquels... Évoquer par exemple 18 milliards, moi je voudrais bien savoir sur la base des données que vous avez, où vous allez les prendre chez vos partenaires. Est-ce que c'est effectivement disponible ou bien est-ce que c'est ce que vous anticipez? Non, c'est effectivement, là déjà sur les 18 000 milliards, je tiens à vous préciser qu'on a plus de 6 000 milliards dans des comptes en devises présentement appartenant au Cameroun qui se trouvent à l'étranger, qui peinent à rentrer. Ça veut dire que ça c'est quelque chose qui peine parce que les gouvernants actuels ne parviennent pas à faire entrer ces fonds. Ça, c'est une des choses. Et je reviens, professeur, je vous donne donc des données et les mécanismes. Oui, c'est moi qui pose des questions. Je vous donne des données et des mécanismes. Je poursuis en vous disant que, en faisant, quand on commence, n'est-ce pas, dans les états généraux des finances, on a une grande lutte contre la corruption. Vous savez aujourd'hui combien on perd par an en matière de corruption. Des chiffres qui sont avancés, plusieurs milliards. On parle de plus de 10 milliards par an que nous perdons
par, n'est-ce pas, ces mécanismes de corruption. Et on parle de la fuite au niveau des impôts. Des impôts. Là encore, vous voulez que je vous donne certainement des chiffres, mais je vous dis encore que nous avons fait un travail précis là-dessus. Donc, le mécanisme sur les états généraux des finances va nous permettre, n'est-ce pas, d'engranger cette somme-là en essayant de limiter, en limitant. Non, nous savons que ça va se faire sur 2 ans. C'est pour cette raison que j'ai dit que ça ne se fera pas. Et pendant ce temps, vous allez priver le peuple? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons dit que ça se fera sur 2 ans. Nous avons donné un temps précis parce que nous avons su que ça ne se fait pas automatiquement. Les études nous ont amenés à démontrer que ce n'est qu'au bout de 2 ans que cette somme totalement peut entrer dans les caisses. Mais en attendant, nous le disons très bien, nous n'avons pas besoin d'endetter de nouveau le pays. Nous avons des mécanismes qui nous permettent de financer, tout simplement parce que au jour le jour, il y a ce qu'on appelle, il y a la vie. On ne va pas se comporter ici comme si nous sommes ceux qui nous allons arriver, les caisses seront complètement vides. Mais ce que nous disons, c'est que nous n'allons plus endetter, n'est-ce pas, le Cameroun pendant au moins cette période-là. Mais aucun pays, hein, jusqu'à, si vous permettez, aucun pays jusqu'à preuve de contraire ne peut vivre sans dette quand même, il faut le dire. Écoutez, nous ne disons pas que nous n'aurons pas de dette, mais nous disons que pendant les 5 premières années, nous n'allons pas endetter le Cameroun et nous allons gérer les problèmes actuels et les problèmes futurs. Et nous nous projetons justement, c'est pour cette raison qu'on parle de vision. C'est pour cette raison qu'on parle de projet, parce que tout est calculé. Parce que une fois que vous arrivez aux commandes, c'est trop facile de croire que dès qu'on arrive aux commandes, tout bougera comme sur des roulettes. Non. La réalité de la gestion, c'est tout autre chose que ce que nous pouvons imaginer. Mais pour avoir ce que nous avons, nous nous approchons même des gestionnaires. Nous nous approchons, nous essayons de comprendre les mécanismes de gestion actuels et avant de nous lancer dans ce qui est envisagé. Bien, vous allez répondre à la question, mais avant ça, je rappelle simplement à nos téléspectateurs qui nous suivent que ils peuvent participer à l'émission à travers, bien sûr, les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Bien sûr, à travers simplement des SMS, pour l'instant, juste des SMS. Alors, une question, vous avez déroulé tout à l'heure quelques axes, les 5 grands axes de votre programme politique. Alors, je m'avais donc posé la question de savoir quelle est la particularité du programme du PUS par rapport à celui des autres formations politiques. Quelle est votre particularité? C'est la refondation du système éducatif. Mais si vous me permettez, je voulais donner un dernier chiffre au professeur. 5 millions d'emplois en 5 ans, ça mobilise 5 milliards par an. Voilà un chiffre que je peux vous donner, que nous allons investir. Donc, pour vous dire que tout est fait et tout est précis, tout est bien calculé. Maintenant, donc, les téléspectateurs qui nous observent. Maintenant. Rien ne nous assure que vous avez les mécanismes. Bon, mais je viens de vous dire comment est-ce que nous allons financer. Je viens de vous dire où est-ce que nous allons trouver, n'est-ce pas? Nous avons ces poches de financement. Maintenant, professeur, faites ce qu'il y a à faire, mettez dans l'une notre bulletin et vous verrez comment est-ce que nous allons implémenter ce projet. C'est simple. Oui, non, ce n'est pas trop facile. Mettez dans l'une, parce qu'on ne saura implémenter un projet si nous n'avons pas les commandes. Si nous n'avons pas, mais je viens de dérouler certains. Je viens de dérouler certains. Les experts ont toute la clé, hein, certainement. Et je tiens à préciser que ce qu'on vous présente, c'est un résumé. Vous êtes d'accord avec moi que si on veut aller dans le fond des choses, 90 minutes ne nous suffiront pas. Donc, et ici, faites juste ce que vous avez à faire et vous verrez que nous allons implémenter cela. Ce sera un jeu. Ce sera un jeu d'enfant, pas un chèque en blanc, mais un chèque basé sur un projet précis. Alors, la particularité, c'est la refondation du système éducatif. Oui, c'est-à-dire que la grand-mère qui vous écoute de l'autre côté de l'écran, alors il faut bien que vous lui disiez en quoi est-ce que votre parti, votre formation politique est particulière pour qu'elle vienne forcément jeter l'une dans le... Voilà, le bulletin. Le PURS est cette formation politique qui a compris que pour que le Cameroun se développe, il faut avoir un autre type de Camerounais, un autre profil de Camerounais. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce Camerounais qui se conforme à tout ce qui se passe, c'est ce Camerounais qui s'insère
dans la société. Il fonctionne comme une roue qui est en rotation. Lui, il entre à l'intérieur et la roue tourne. C'est ce Camerounais qui se prête à des jeux simples de corruption et autres. C'est ce Camerounais qui n'a que la critique dans la tête. Ce n'est pas un Camerounais qui se remet en question. Ce n'est pas un Camerounais qui va au-delà, n'est-ce pas, de ses propres capacités. Et nous devons donc avoir un nouveau profil du citoyen camerounais. Et pour l'avoir, il faut non seulement refonder le système éducatif, mais il faut amener, n'est-ce pas, les Camerounais à avoir accès à celui-ci et de façon obligatoire. Je vais aller plus loin parce que quand on parle d'éducation ici, on ne parle pas de l'éducation scolaire uniquement, c'est une éducation inclusive, il faut le préciser. Et puis, ça répond à plusieurs niveaux de formation et de cursus. Donc, ça, c'est ce que nous apportons ici comme particularité. Parce que, voyez-vous, on peut avoir le programme économique le plus dynamique. Mais si on n'a pas un Camerounais prêt, on n'a pas un Camerounais formé, on ne pourra pas l'implémenter pour ce pays. Donc, il est important de revoir le logiciel, n'est-ce pas, qui se trouve dans la tête des Camerounais aujourd'hui et dire, on le formate, on le retravaille, on le prépare à pouvoir donc implémenter tout projet et tout programme qui sera mis à la disposition des Camerounais. Voilà la particularité. Et ce n'est pas propre qu'au Cameroun, mais c'est le propre de plusieurs pays africains. Alors, professeur, il corrobore un peu aux expressions de l'ancien Camara, le Béninois en 72, qui a fait un peu le contre-pied de René Dumont. Lui, il a écrit l'Afrique noire est bien partie, et c'est là il démontrait que nous ne détruisons que par l'école, le mal que l'école nous a fait. Alors, est-ce que vous avez l'impression que s'asseoir, ou alors asseoir le programme politique sur le socle de l'éducation est pertinent pour le peuple camerounais? Je crois que l'éducation est un ressort fondamental pour toute action et toute organisation politique sérieuse. Et l'attention que cette formation et son représentant ici, son premier secrétaire apporte à l'éducation est une attention louable. Maintenant, il importe de mieux faire connaître aux Camerounais la spécificité et l'originalité de l'offre que cette formation propose en matière éducationnelle. Bon, je reviens, mais mon scepticisme de tout à l'heure est en fait un scepticisme général. Le problème de la politique camerounaise, c'est précisément ça, c'est le rapport des idées et des projets à des conditions de faisabilité. Et les conditions de faisabilité intègrent les chiffres, mais intègrent aussi des contraintes d'action collective. C'est-à-dire que vous pouvez vouloir faire un certain nombre de choses, mais être confronté à des habitudes qui, en réalité, bloquent la possibilité que ces choses-là soient faites. Et il ne faut jamais sous-estimer tous ces éléments. Bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci également au professeur. On va donc rentrer du côté de la régie pour le Vox Pop, histoire de connaître un peu ce que l'homme de la rue, ce que le citoyen camerounais pense du PURS. Avez-vous déjà entendu parler du groupe uni pour la rénovation du social un parti politique? Bien évidemment, oui, j'ai entendu parler. J'en ai entendu parler, des amis, des connaissances, et même ce parti est étendu vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, comme je me cultive beaucoup, je vois des publications. Yeah, I know it. It's a political party. Bon, je vois souvent son président parler à la télé, mais... Serge Espoir Matomba, c'est un gars qui a de la pertinence. Je l'observe depuis certaines années parce que je l'ai vu très jeune commencer son mouvement. Au début, je me disais que c'était un plaisantin et qu'il venait tout simplement pour essayer de peut-être meubler la scène politique, mais tout finalement que ce jeune gars, il est ambitieux. Pensez-vous que ce parti peut apporter du changement dans notre pays, le Cameroun? Bien sûr, avec le projet de société que j'ai eu à lire, bien sûr, parce que j'ai fait des recherches, j'ai demandé à avoir leur projet de société en main, et donc je l'ai lu. Ils ont vraiment un projet très intéressant. En plus, pour des Camerounais, ils assurent à tous les Camerounais une assurance maladie.
C'est le rêve de tous les Camerounais d'aller à l'hôpital avec un problème de santé et de ne pas contourner pour aller peut-être à la caisse régler. Il a un projet de 5 millions d'emplois en 5 ans. Il a un projet de l'éducation qu'aucun Camerounais ne rêve mieux à voir ça parce que l'histoire de l'APE n'existera plus parce que l'éducation sera préfinancée. Donc moi, en tant que père d'enfant, il n'y a pas mieux que lui. Moi, il n'est pas capable de changer. Il n'est pas capable de changer. Non, mon impression est qu'il est un petit politique. Dans quel sens? Il est un petit politique parce qu'au lieu de parler l'affaire de l'État, il aime toujours reprocher la France. Et aussi, lui, il soutient une autre manière, les sécessionnistes rebelles. Nous ne pouvons pas déjà mettre en doute, je veux dire, l'espoir que ce gars peut apporter au peuple camerounais. Parce qu'il est jeune, certes, mais ses idées ne sont pas forcément jeunes. Ce sont des idées assez mûres qui puissent apporter un changement. Parce que lui, il fait le constat de certaines difficultés que le peuple camerounais traverse aujourd'hui. C'est vrai qu'il a un regard de jeune, mais un regard de jeune aussi dont on ne peut pas déprécier, dont on pourrait aussi dire que c'est un regard important. Parce que la population camerounaise est déjà immensément jeune. Et s'il porte la voix de la jeunesse avec des propos matures, c'est très important pour l'évolution du Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà donc, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes simplement sur Canal 24, l'émission c'est Politoscope, cette vitrine d'information et de communication politique, afin que vous ne soyez plus jamais trompés par certains vendeurs d'illusions qui véritablement vous miroitent des projets de société alléchants, mais dont parfois la réalisation relève du mythe. Mais aujourd'hui, nous avons un candidat sérieux, lui, c'est M. Serge Espoir Matomba. Il est le premier secrétaire du PEUS, entendu comme Peuple Uni pour la rénovation sociale. Alors, vous avez suivi le Vox Pop, ce qu'on pense de vous. Vous avez juste un élément à ajouter, juste un élément, un seul. Le seul élément que je pourrais ajouter, c'est que l'implémentation d'un projet de société dépend du pouvoir qu'on a. Et ici, pour que nous puissions implémenter ce projet de société, pour que les Camerounais puissent vérifier la faisabilité de ce projet de société, il faut tout simplement une chose, mettre l'urne, le bulletin dans l'urne en notre faveur et nous aurons les commandes et nous pourrons implémenter ce projet de société pour le bien du Cameroun et pour que le Cameroun soit un pays gagnant. Alors, il faut rappeler que vous êtes conseiller municipal à Douala 4e, bien sûr, élu depuis le 30 septembre 2013, c'est bien cela? Effectivement. Alors, comment est-ce que vous impulsez le PEUS de ce côté-là? Écoutez, j'ai un mandat, n'est-ce pas, de la population qui voudrait que je représente celle-ci au conseil, que je défende ses intérêts. C'est ce que je fais tous les jours, pas seulement de la population qui m'a élu, mais de toute la population camerounaise. Vous savez, porter sur lui, n'est-ce pas, une charge comme celle-là, c'est beaucoup de responsabilités. Et il faut, n'est-ce pas, mener à bien et mener avec beaucoup de sérieux ce pourquoi vous avez été élu. Donc aujourd'hui, je fais ce travail avec beaucoup de fierté. Je suis heureux d'être un élu et je crois que je suis pour plusieurs aujourd'hui un exemple qui hier avait peur de se frotter au suffrage, mais qui aujourd'hui se disent que ça vaut la peine, n'est-ce pas, d'y aller et d'essayer. Bien, alors nous allons rentrer dans la troisième et la dernière séquence majeure de notre émission Politoscope. Il s'agit de la chorale. Maintenant, vous êtes en face, en face du professeur Mathias Seleko Nanguini, et moi-même, je vais de temps en temps rééquilibrer les choses en posant quelques questions, et surtout nos téléspectateurs qui nous regardent à travers des questions. Il y en a beaucoup que j'ai déjà notées ici, et puis vous allez donc simplement vous prêter au jeu en répondant aux différentes questions. Je m'avais d'ailleurs posé la question. Alors, que pensez-vous de la corruption et de la question du genre au Cameroun? Pardon? Que pensez-vous de la corruption et de la question du genre au Cameroun? Je pense que je crois que la corruption est une très mauvaise chose. Nous devons tout faire pour, je vais dire, abolir la corruption, même si c'est un schéma difficile et long.
surtout parce que c'est d'abord une question de mentalité. Il faut retravailler. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous allons revenir sur le nouveau profil du Camerounais que nous voulons. Parce qu'à partir de ce nouveau profil, on a tout de suite un autre Camerounais qui ne se prête pas à ce jeu de il n'est pas corruptible et il n'est pas incorrompu. Il ne se jette pas, il n'est pas corruptible et il ne se lance pas dans la corruption. Donc voilà, il faut retravailler ça et revoir les institutions qui gèrent, faire passer, n'est-ce pas, la Chambre des comptes en cours de compte, avoir une seule institution, la CONAC, lui donner les pleins pouvoirs pour agir, n'est-ce pas, sur le champ de la corruption. Donc voilà, si vous voulez, quelques propositions et puis ce que je pense de la corruption. Le combat du JAR, comme vous l'avez vu, c'est le 5e point de notre projet de société. Le PURS est le seul parti au Cameroun qui n'a pas une section de jeunes ou de femmes ou encore des vieux dans notre formation politique. Nous estimons déjà que le simple fait d'avoir une section des vieux et des femmes, c'est marginaliser ceux-ci. On se dit, voilà, des vieux ou des jeunes? Des vieux, des jeunes ou des femmes. Et s'il y a un parti qui a une section des vieux? Puisque nous sommes un parti à connotation jeune, nous n'avons pas besoin d'avoir une section des vieux. Puisque dans d'autres partis qui sont des partis, je ne dirais pas à connotation, ils ont des sections de jeunes et des sections de femmes. Donc nous estimons chez nous que le simple fait d'avoir ces sections, c'est une sorte de marginalisation. Chaque Camerounais doit pouvoir contribuer au même titre que l'autre pour le développement de la nation. Et ici, nous disons l'égalité, comme nous disons l'égalité des chances, l'égalité pour tous doit être constatée. Et ça, là-dessus, nous ne lésinons pas. Donc, c'est un exemple pour dire que dans notre formation politique, nous avons déjà intégré, nous le faisons, c'est ce que nous ferons demain au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de l'État. Bien, alors, professeur, voici donc arrivé le moment où, effectivement, vous pouvez poser aussi quelques questions pour étayer davantage les téléspectateurs sur les différents axes qu'il a déclinés tout à l'heure. Alors, en attendant, j'ai une seconde question. Alors, la Palombara, je passe sous le contrôle du professeur, qui est ce savant, si vous voulez, qui a théorisé un peu les questions, les partis politiques. Alors, vous, votre parti politique, où est-ce qu'on devrait positionner le plus? Est-ce un parti de gauche, de droite, ou alors de centre? Ou d'extrême gauche, je ne sais pas trop. Notre parti, c'est un parti social-démocrate, si vous voulez, qui lutte pour l'égalité des chances. Donc, il est où alors? Il est social-démocrate? Il est, si vous voulez, mettez-le à gauche. Gauche ou centre-gauche? Mettez-le. Ce sont des concepts encore qui ne sont pas propres à nos réalités. Ça, il faut le dire. Donc, notre parti est social-démocrate. Il lutte pour l'équilibre. Oui, mais à ce moment-là, le concept de social-démocratie aussi ne serait pas. Mais nous le définissons ici très bien. Nous disons que nous le définissons ici très bien. C'est un parti qui lutte pour l'équilibre des chances dans une société. Bien, dans tous les cas, nous allons donc continuer. Alors, quelle est la position du PURS sur la crise sociopolitique dite anglophone? Au lendemain, n'est-ce pas, des revendications corporatistes, nous avons appelé à un dialogue. À ce jour, nous continuons d'affirmer qu'il est nécessaire d'avoir un dialogue. Et que dans ce dialogue, aucun sujet ne doit être... Vous êtes descendu sur le terrain ou vous restez sur votre piédestal et vous proposez des choses? Écoutez, nous posons des questions. Nous sommes allés plusieurs fois sur le terrain. Nous avons rencontré des religieux qui nous ont remis un livre blanc, des propositions qu'ils font, n'est-ce pas, de sortie de crise. Nous avons rencontré des personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons discuté avec les habitants, n'est-ce pas, de ces régions-là. Et nous avons fait des propositions concrètes. Nous avons dit, dans un premier temps, qu'il faut un dialogue inclusif. Dans un deuxième temps, nous avons dit qu'il faut qu'on puisse créer une force tampon qui sera animée, n'est-ce pas, des acteurs crédibles de la société camerounaise qui pourront, n'est-ce pas, mener à bien ces dialogues. Mais nous sommes même allés jusqu'à citer ceux que nous estimons être des acteurs qui peuvent mener à bien. Nous avons cité le chef Sa Majesté Sokoudjou. Nous avons cité à l'époque le cardinal Christian Toumi. Nous avons parlé des femmes d'influence. Parce que vous savez, dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, les femmes ont une très grande importance. Chaque fois que les femmes sortent de ce côté-là,
si elles sortent étant en colère, ce qu'il va suivre sera très dangereux. Et si elles sortent étant en joie, ce qu'il suivra aussi sera bien pour la nation. Donc, de ce côté-là, toutes les femmes ou certaines femmes, parce que ce n'est valable que dans certaines traditions, ce que vous dites. Il y a des femmes d'influence de ce côté-là. Je vous donnerai par exemple le nom, les Takouben, voilà. Qui sont des femmes. Voilà, c'est une tradition culturelle. C'est une tradition culturelle, voilà, qui sont très influentes et très comprises d'ailleurs. Donc, ce sont des personnes que nous avons dit, et nous avons dit dans la société civile, il y a des acteurs qui sont crédibles, qui peuvent être appelés, parce que c'est un dialogue inclusif. Il faut éviter, n'est-ce pas, qu'on doit éviter de tomber dans le piège, de transformer le dialogue en un dialogue exclusif à ces deux régions. Parce que le problème qui se vit aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest, c'est le problème qui se vit dans le centre, c'est le problème qui se vit... Mais est-ce que c'est comme ça que les acteurs considèrent la situation? Moi, j'ai plutôt envie de poser une autre question. Est-ce que, telle que la situation s'enlise au niveau de la zone anglophone, pensez-vous que la question du dialogue soit véritablement fondamentale pour résoudre la situation? Non, le dialogue n'est pas la voie. La voie première, c'est la restauration de l'ordre. Le dialogue ne peut avoir lieu qu'après la restauration de l'ordre, puisque nous avons affaire à une menace directe sur la souveraineté qui s'exprime à travers les groupes armés. Si on avait eu affaire qu'à des opérateurs politiques ou citoyens réclamant le fédéralisme, la situation serait différente. Mais on a affaire à des groupes qui agissent sur un plan politico-militaire pour diviser le Cameroun. Et la logique de ces groupes-là est une logique qui va non seulement contre l'unité, mais contre l'intégrité et la souveraineté du Cameroun. Donc, tant qu'on n'est pas en mesure de rétablir l'ordre, il n'y a pas de dialogue possible. Sinon, le dialogue à ce moment, ce serait faire le jeu des sécessionnistes, puisque eux, ils envisagent comme dialogue discuter sur la séparation. Vous n'irez pas dans un dialogue inclusif ou n'importe quoi, étant un représentant élu par les Camerounais pour discuter de la séparation, c'est-à-dire de la division du Cameroun. S'il y a dialogue, c'est entre les gens qui acceptent qu'ils sont Camerounais. Bon, maintenant, si ceux qui ont pris les armes déposent les armes et disent, bon, nous reculons, nous acceptons que nous sommes Camerounais, nous avons exprimé notre mécontentement, maintenant on revient dans le Cameroun et on veut discuter sur les conditions d'organisation politique du Cameroun, c'est autre chose. Mais jusqu'à présent, il y en a qui disent, il n'est même pas question de cela. Nous, on veut l'indépendance. Alors, est-ce que je voudrais revenir sur ce point, si vous permettez. Mais en vous relançant, je vous relance tout de même. Alors, quelle est effectivement votre vision sur la forme de l'État au Cameroun? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur cette question précisément pour dire que il y a eu des revendications corporatistes qui ont été posées sur la table. Oui, ça c'était au départ. Il y a eu, oui, au départ, mais parce que tout part du départ. Lorsque les données sont faussées au départ, on arrive à cette situation présente. Donc, oui, mais nous ne pouvons pas ignorer le départ. Donc, les gens sont venus autour de la table pour discuter, pour être écoutés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a identifié ces derniers et on les a arrêtés. C'est à partir de là que le problème s'envenime. C'est une vision réductrice. Non, ça c'est une vérité. C'est pas une vision réductrice. On ne les a pas arrêtés parce qu'ils sont venus négocier. Ils sont venus sur la table. C'est pas pour ça qu'on les a arrêtés. C'est pour ça qu'on les a. Justement, à partir de là, on a commencé à fausser les données. Et il faut se rappeler, il faut très bien se rappeler qu'au départ, les gens demandaient le fédéralisme et non la sécession. Oui, mais à partir du moment où ils demandent le fédéralisme, on n'est plus dans les revendications corporatives. Ça veut dire qu'il y avait un agenda caché. Qu'est-ce qu'on leur a dit encore? Non, monsieur Matomba, soyons rigoureux, s'il vous plaît. Soyons rigoureux. Qu'est-ce qu'on leur a dit lorsqu'ils ont demandé le fédéralisme? On a dit, c'est un sujet qui n'est pas à débattre. Oui, mais ce n'est pas une revendication corporative, monsieur. Non, mais c'est un sujet, professeur. Oui, mais c'est pas une revendication corporative. Il faudra que nous puissions nous entendre. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une crise dans une nation, lorsqu'il y a une crise dans un État, lorsque les enfants sont fâchés, on écoute les enfants. Est-ce que écouter les enfants signifie une revendication veut dire nécessairement aller dans le sens qu'ils proposent? Une revendication veut dire qu'on applique ce qui est revendiqué? Non. Oui, mais précisément, non, mais monsieur Matomba, soyons cohérents. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Ils ont donc posé leur revendication. Je vais vous donner ma position et la position du PURS. Je vais vous donner ma position et la position du PURS. Nous sommes pour la décentralisation au sein de notre formation politique et nous le disons tous les jours. Mais nous disons ceci. Ceux qui sont pour le fédéralisme, nous ne pouvons pas pour autant
ne pas discuter avec eux. Nous ne pouvons pas considérer un sujet tabou dans une nation. Nous allons discuter et nous allons leur dire que ce n'est pas sur la table, sur une table de négociation qu'on change la forme de l'État. Il y a un mécanisme approprié, mais il faut dès le départ écouter. Parce que quand on dit ce sujet n'est pas à débattre, là on fausse les données. On doit pouvoir écouter et dire, certes vous êtes pour le fédéralisme, mais alors ce n'est pas le canal par lequel nous pouvons débattre de ce sujet. Ce sujet peut être inclus dans un projet de société, un projet politique. Il peut se frotter à un suffrage et le parti qui gagne avec cela dans son projet peut tout simplement l'appliquer. Ou alors il peut passer par un référendum. Donc tout ça, ce sont des formes, mais au préalable, on discute, on dit, on vous a écouté, mais voici ce que nous proposons. Pas dire qu'un sujet est tabou, là c'est grave. Parce qu'à partir du moment où on vous a écouté, on a dit Monsieur non, le Président, vous a écouté, on a constaté que les velléités sécessionnistes qui existaient depuis ont ressurgi de plein fouet et les uns et les autres ont décidé, n'est-ce pas, d'aller beaucoup plus loin. Alors, Monsieur le Professeur Oranguini, est-ce qu'on n'a pas un droit de se demander si on n'était pas déjà dans un dialogue de sourds? Parce qu'au départ, ils ont brandi des questions corporatistes, mais en réalité, par la suite, au regard de l'escalade des tensions, on se rend compte qu'il y avait un agenda caché, on a voulu le dire. Non, l'agenda est peut-être caché, mais il est présent dès le départ. Donc en réalité, les revendications corporatives ne sont qu'un prétexte. Voilà pourquoi moi j'ai dit dès le départ qu'il s'agissait d'une dynamique insurrectionnelle. Pourquoi? Parce que même pendant les revendications dites corporatives, vous avez déjà ces éléments politiques de revendication du fédéralisme. Les gens sont libres de revendiquer le fédéralisme, mais ils ne peuvent pas imposer aux autres d'avoir le même avis qu'ils ne peuvent même pas imposer nécessairement un dialogue. C'est leur manière de voir. Maintenant, il y a des instances dans lesquelles on peut régler les questions de manière de voir, comme monsieur, mais on n'est pas non plus obligé de discuter avec eux sur le fédéralisme. Non, aucune question ne devrait être tabou. Mais ça, c'est votre perspective. Non, aucune question ne devrait être tabou. C'est votre perspective politique. Si on peut l'accepter, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir cette perspective politique. Lorsque votre enfant est malade, lorsque votre fils est frustré à la maison, est-ce qu'il n'a pas le droit quand même de mériter votre attention sur une question précise? Mais attendez, mais est-ce que mériter l'attention signifie que tout ce que le fils va dire sera nécessairement accepté par les parents? Voilà, donc nous revenons là. Non, mais ça a été fait. Puisqu'il y a eu un cadre dans lequel il y a un certain nombre de transactions ont été faites, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de négociations. Et attention, les négociations ont abouti à des choses que le gouvernement ne voulait pas. Attention, il ne faut pas non plus faire croire qu'il n'y avait pas de dialogue. Le vrai problème, c'est que en réalité, le cadre de dialogue que le gouvernement proposait n'arrangeait pas ceux qui ont une logique, soit obtenir la fédération, et précisément, pas n'importe quelle fédération, une fédération à deux, sur un mécanisme de distinction des Camerounais entre francophones et anglophones, soit obtenir la sécession. Donc, dès le départ, les choses sont déjà claires, parce que tous les symboles de la sécession sont déjà là. Les drapeaux sont là, les passeports sont là. Donc, on ne peut pas croire qu'il s'agissait de revendications corporatives. Ce n'est pas vrai. Bien, Monsieur le Président, j'ai pris quelques questions des téléspectateurs. Alors, concrètement, comment comptez-vous juguler la problématique du chômage des jeunes? C'est vrai que vous avez commencé à répondre, vous avez dit que vous allez créer 5 millions d'emplois sur un intervalle de 5 ans. Alors, est-ce que finalement, tous les jeunes... On n'a toujours pas le financement approprié. Je vais, avant de répondre, revenir sur ce dernier point qui me tient véritablement à cœur. Pour dire que lorsqu'il y a un problème dans une nation comme celui-là, c'est un problème très sérieux. Il y a eu des revendications. Il y a eu une mauvaise entame de négociation. On va le dire ainsi. Et on ne peut pas se radicaliser sur des positions. Aujourd'hui, nous sommes face à une escalade qui est réelle. Et nous pleurons tous les jours les Camerounais qui tombent. Personnellement, je pleure lorsque j'entends qu'un civil est tombé. Je pleure lorsque j'entends qu'un homme en tenue est tombé. Je pleure lorsque j'entends qu'un Camerounais est tombé. Il faut qu'on trouve urgemment un moyen de dialoguer pour sortir, n'est-ce pas, définitivement de ce problème. Vous allez dialoguer avec des gens en armes qui refusent de déposer les armes.
on doit discuter avec tout le monde. Avec des gens en âme. On doit discuter avec tout le monde. On doit appeler, nous condamnons cela. Qui tire sur les Camerounais. Nous condamnons cela. Mais nous remettons en question l'unité du Cameroun. Nous disons ceci, l'unité du territoire n'est pas à négocier. Ça, nous le disons. Et nous sommes alors, donc, ça veut dire donc qu'il y a fermes. Je vous comprends, mais je vais vous dire une chose sur ce point. Ça veut dire donc que la crise va continuer parce qu'il y a des gens pour qui l'unité du Cameroun est nécessairement à mettre en question. Non, nous disons que l'unité n'est pas à mettre en question. Ah oui, mais ça, alors, il est urgent, n'est-ce pas, de discuter sur la question et dans le fond. C'est nécessaire. Discuter donc de quoi avec les gens qui ne veulent pas arrêter de l'unité du Cameroun. Si vous permettez, rassurez-vous, cet instant permet simplement aux téléspectateurs de comprendre votre position sur les grands sujets d'actualité. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question de vous accabler ou alors... Non, pas du tout. Je ne suis pas accablé. Je ne suis pas accablé, surtout que j'estime que la crise est très mal gérée. C'est pour cette raison qu'il y a escalade. Maintenant, on peut prendre conscience et faire ce qu'il y a à faire pour que les choses reviennent dans l'ordre. Alors, sur la question de l'emploi des jeunes, vous avez dit, vous restez sur les 5 millions d'emplois sur 5 ans. Alors, nous avons dit nous allons créer 5 millions d'emplois sur 5 ans et nous avons dit comment nous allons faire. Nous allons injecter, si vous voulez, nous allons négocier. Chacun de ces emplois coûte combien? C'est-à-dire pour créer chacun de ces 5 millions d'emplois. Posez ces questions, s'il vous plaît. Nous continuons donc. Existe-t-il encore une véritable opposition au Cameroun? Oui, il existe une opposition. Aujourd'hui, on nous parle du G21, c'est-à-dire toute la communauté de près de 21 partis politiques qui se sont ralliés au RDPC, pour ne pas le citer, pour faire partir aussi ces partis politiques de la majorité. Écoutez, je me suis refusé de faire, n'est-ce pas, des commentaires concernant. Non, évidemment, il faut bien que les téléspectateurs sachent votre position. Je me suis refusé, permettez-moi, si vous voulez, de faire un commentaire sur ces partis qui ont décidé, n'est-ce pas, de se joindre au parti au pouvoir, pour la simple raison que c'est un non-événement pour moi et c'est un non-événement pour notre formation politique. Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection municipale ou l'élection législative. Il faut surtout que les gens le sachent. Permettez-moi. Je vous relance, beaucoup parmi eux quand même étaient également aux élections présidentielles. Permettez-moi si vous me permettez. L'élection présidentielle n'a rien à voir avec l'élection municipale et l'élection législative. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme qui porte un projet avec un peuple. Ça veut dire qu'un parti peut être représenté dans les 10 régions et perdre l'élection présidentielle. Parce qu'il y a eu un candidat qui a présenté une meilleure offre politique et le vote, puisqu'il est individuel, c'est pas un vote de parti, les sympathisants de l'heure ont décidé d'élire ce dernier. Donc il faut comprendre qu'un parti peut avoir 1000 partis associés et perdre l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas une élection qui nécessite obligatoirement une coalition ou un regroupement de forces. Mais c'est un projet qui doit être présenté à des citoyens et ces citoyens doivent comprendre ce projet, ils doivent l'accepter, ils doivent accepter l'homme qui porte le projet et ils doivent élire l'homme qui porte le projet. Donc il faut à un moment déconstruire le discours selon lequel on veut amener les Camerounais à comprendre que parce qu'un parti a regroupé certaines forces politiques, ça veut tout simplement dire que ce parti gagnera les élections. Donc il y a ça. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, il est nécessaire. Ils peuvent s'associer. Ce n'est pas un événement pour nous. Nous sommes en train de travailler et notre travail répond à une stratégie qui est propre à nous. Et nous sommes sûrs et certains que le 7 octobre, les électeurs mettront dans l'urne les bulletins correspondant au vote qui va directement au PURS ou à Serge Espoir Matoma. Nous sommes sûrs là-dessus, conformément à la stratégie. Chaque parti est sûr. Nous sommes dans le champ politique, vous l'avez dit. Alors, nous allons recevoir ici Prisca Ambassa dans le cadre de la rubrique Jadon s'éclaire, histoire de tempérer un peu le climat qui commençait à devenir pas morose, mais qui commençait véritablement à chauffer de ce côté. Mais en attendant quand même une autre question pendant que Prisca va s'installer, voilà, une petite question, on me signale du côté de la régie, une petite transition, on revient juste derrière. Bien, alors, Prisca est là, je pense que je vais poser ma question juste après. Alors,
Bonsoir Prisca Ambassa. Bonsoir Pierre Caron. Alors, tu vas bien? Très bien, merci. Bien, il faut dire que tu es là pour la rubrique Jardin secret. On va un peu découvrir un peu qui se cache derrière cette jolie chemise. On va les titiller certainement un peu, histoire de faire tomber un peu l'atmosphère qui commence à monter. Alors, je te passe la parole. Merci. Alors, bonsoir professeur Eric Mathias. Mathias Siri, bonsoir. D'accord. Bonsoir à Marcel Espoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous êtes prêt pour être le 17 septembre? Je suis prêt. Je suis prêt. D'accord. Alors, comme l'a annoncé Pierre Caron, nous avons décidé dans la rubrique Jardin secret de mieux vous connaître. Les téléspectateurs du canal 24 par ma voix veulent connaître quels sont vos hobbies, par exemple, pour commencer. Alors, j'aime jouer de la musique. Oui. J'aime chanter. J'aime danser aussi. J'aime pratiquer du sport, le football particulièrement. Mais je n'aime pas trop regarder, hein. J'aime pratiquer ce football. Et puis, j'aime faire de la cuisine. Intéressant. Alors, vous êtes politicien et vous êtes candidat à la présidentielle. On aimerait connaître, vous êtes dans quel loge? Pardon? Vous êtes dans quel loge? Alors, on sait que pour arriver là, il faut avoir, il faut que ce soit formation ou alors politicien, je sais pas. Oui, je suis effectivement dans une loge, mais celle qui est dirigée par Jésus-Christ. Alors, la loge est dirigée par Jésus-Christ. Oui, effectivement. Intéressant. Alors, et pourquoi chaque fois nous sommes venus dans vos locaux à Eligé-Sono, vous étiez de blanc vêtu, et aujourd'hui pour l'entretien, pour l'émission, la réalisation de l'émission, vous êtes de blanc vêtu. Ça veut dire que le blanc c'est votre couleur préférée, c'est ça? Le blanc fait partie de mes couleurs préférées. Pourquoi le choix du blanc? J'aime bien me retrouver en chemise blanche, comme en chemise bleue aussi, parce que le bleu aussi fait partie, n'est-ce pas, de mes couleurs préférées. Oui. Voilà, j'aime tout simplement être en blanc. Ok. Alors votre style vestimentaire? Il est beaucoup plus traditionnel que moderne, si vous voulez. J'aime me vêtir des tenues traditionnelles. C'est vrai que quelquefois, je peux mettre une veste, une cravate, une chemise pour des besoins de circonstances. Mais j'aime être en chemise, en tenue traditionnelle. En fait, le constat, c'est que vous êtes toujours tiré à 4 plein endurance à polo. Vous avez appris ça quelque part ou alors... Ben, il faut dire que depuis mon enfance, comme je l'ai dit, je viens d'une famille très modeste. Mon papa et ma maman, ils nous ont appris à toujours bien se présenter. Ils nous ont toujours dit, soyez toujours propre. Soyez toujours propre, où que vous soyez propre. Et ce que vous devez savoir, c'est que j'ai fait des études dans d'autres pays comme le Portugal. Oui. Et lorsqu'on parle du Portugal, le Portugal est un peu comme l'Italie, où en ce qui concerne le vestimentaire, on fait vraiment attention. On est souvent très méticuleux dans ces domaines-là. D'accord. Alors, vous savez, les téléspectateurs de Canal 24 et moi-même, nous sommes très curieux. On va essayer d'entrer dans votre intimité, si vous me permettez. Alors, vous avez une femme, c'est bien ça? Vous avez dit lors de l'entretien? Oui, je suis marié. D'accord, vous êtes marié. Alors, avez-vous déjà trompé votre femme? Je ne sais pas ce que je dois vous donner comme réponse. Voilà. Si je vous dis non, ce serait mentir. Mais comme je ne fais pas dans la langue de bois, autant pour moi, je dirais que, comme la Bible dit, hein, vous savez, on pêche en pensée, en action, par omission. Donc oui, c'est déjà arrivé. D'accord. L'avez-vous déjà battu un de ces jours lors des accrochages? Non. Alors? Non, du tout. Alors, tout en sachant que vous êtes un parfait,
Vous n'êtes pas parfait, s'il vous plaît, tout en sachant que vous n'êtes pas parfait et que vous êtes un être humain. Avez-vous des défauts? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques défauts? Oui, j'ai beaucoup de défauts. Je n'ai pas que de qualités. L'un d'eux, c'est, n'est-ce pas, d'embrasser tout le monde comme étant moi. Parce que quand on a développé un sentiment très élevé, n'est-ce pas, de la conception de l'humain, quand on met l'humain au centre de tout, quand on se dit que l'humain est plus important que tout, on prend l'humain comme si c'était soi, on prend l'être humain comme si c'était soi, on prend tout le monde comme si c'était soi. Vous voyez, et c'est un défaut que j'ai. J'embrasse facilement les gens et voilà, après je suis sous le choc. Et comment vous faites pour les dissimuler, pour qu'on ne se rende pas compte que là c'est un défaut et on commence à vous fuir? Non, on ne me fuit pas forcément, c'est moi de par mes occupations qui quelquefois m'éloigne de plusieurs, parce que vous savez, je suis je dirais pas un fanatique, mais un travailleur acharné. Un drogué du travail. Un drogué du travail, merci. Je dis toujours que 24 heures sont généralement insuffisantes pour moi et je passe donc tout le temps à travailler, ce qui fait que je ne parviens pas à développer une relation amicale, si vous voulez, ou alors de proximité sur une très longue période. Pourquoi? Parce que je suis toujours parti pour travailler, je suis toujours sur un chantier, je suis toujours sur le terrain, ce qui fait que pendant que vous avez envie de me voir un week-end ou un jour ouvrable, je ne suis pas là, je ne suis pas disponible et on peut se voir une fois en passant et vous allez commencer à croire que non, je ne me rapproche pas, je m'éloigne de vous et pourtant je n'ai pas ces problèmes-là. Donc le travail, parce que j'estime toujours que je vais atteindre très bientôt certainement l'âge du repos. Ce n'est pas pour l'instant, mais pour l'instant, tant que je suis encore jeune, jusqu'à au moins 60 ans, je dois être sur le terrain, en train de travailler de façon acharnée. Pour conclure, votre plus grand secret, c'est lequel? Si je le dévoile, il n'est plus un secret. Oui, justement. On ne voudrait plus que ce soit un secret. Non, je ne pourrais pas dévoiler le plus. D'accord, quel est donc l'intérêt? On voit sur des images sur YouTube, vous êtes tout le temps avec des jeunes. Quand nous sommes venus lors de l'entretien dans vos locaux, vous êtes entouré de jeunes, votre équipe est jeune. Quel est l'intérêt que vous portez à la jeunesse camerounaise? Je crois beaucoup en la jeunesse. Je crois beaucoup aux capacités des jeunes. Je crois beaucoup aux Camerounais. Et je crois que ce qui nous manque, c'est le basique, l'éducation, la véritable connaissance. À partir du moment où nous allons l'acquérir, le reste sera un jeu d'enfant et le Cameroun deviendra un pays exemplaire et un exemple pour plusieurs pays. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté que l'équipe de Canal 24 entre dans votre jardin secret. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance pour la présidentielle. Merci. Merci beaucoup, hein. Merci à Priska Mbassa, merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. Alors, j'étais disant donc, on me fait signe qu'il nous reste encore à peine 3 minutes pour clôturer. Alors, je prends rapidement quelques questions encore. Oui, là, ce sont des avis. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Tous sont des égoïstes. Et Fabregas, depuis Clada, dit « Les anglophones demandent le départ de M. Biya et de tout son système. Ils sont plus courageux que nous, les francophones. Le système a échoué. Le pauvre le sait. » C'est Fabregas qui le dit. Alors, moi, je reviens à vous, monsieur le premier secrétaire du PURS. Alors, on vous a vu le 8 juin 2018 échanger avec la jeunesse estudiantine à l'université de Douala. Et puis, le 20 mai, on a vu encore le PURS commémorer les morts du Cameroun. Le 18 avril 2018, le PURS invité par la convention du MRC. Et puis le 7 avril 2018, le PURS rencontre les syndicats des mototaxis. Alors finalement, qu'est-ce que vous voulez démontrer?
Écoutez, nous sommes dans une nation et nous sommes appelés à collaborer. Vous savez, la construction du Cameroun se fera avec tous les Camerounais. Peu importe l'appartenance politique, religieuse ou traditionnelle. Il faut déjà réussir à intégrer cela. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous pouvons avoir des idéologies différentes. Nous pouvons être opposés sur la façon de résoudre les problèmes de la nation. Mais il n'en demeure pas que nous sommes des Camerounais. Et nous devons comprendre que le Cameroun se développera parce que nous sommes différents, parce que nous sommes appelés à collaborer et parce que nous devons tous ensemble être impliqués dans ce qui est du développement de la nation. Donc ici, nous avons repris ce que nous avons fait depuis 2013. Président, juste une parenthèse, s'il vous plaît, une information à l'endroit de la régie. Un message qui nous vient d'un citoyen qui nous fait savoir que le microphone du professeur Ounangini ne lui permet pas d'être bien suivi ou écouté. Bien, alors, pendant que la régie se déploie, continuez pour suivre. Oui, j'étais en train de dire que il est évident, nous avons repris ce que nous avons commencé depuis, qui est le dialogue avec toutes les forces vives et politiques du Cameroun, les membres de la société civile, les organisations corporatistes. C'est ce que nous faisons. Vous savez, notre projet de société, pour revenir sur ce projet, a quelque chose de particulier. Chaque fois, nous avons discuté avec une organisation corporatiste sous un angle. Si le projet éducatif, nous avons rencontré la confédération syndicale, n'est-ce pas, des enseignants, avec lesquels nous avons discuté. Sur le projet de la décentralisation, nous avons rencontré une organisation qui s'occupe particulièrement des problèmes de la décentralisation, avec laquelle nous avons discuté. Le projet, donc chaque pan de notre projet, nous avons rencontré un corps qui s'occupe de ce domaine-là et nous avons discuté nous avons présenté notre projet et nous avons écouté, n'est-ce pas, les avis des uns et des autres. Vous savez, comme nous le disions toujours, la construction de la nation dépend de tout le monde. Et il faut pouvoir compter avec tout le monde et les avis de tout le monde. Parce que une fois arrivés au pouvoir, nous n'allons pas reprendre ces consultations parce que les consultations, nous les avons fait au préalable. Il faudra donc tout de suite appliquer ce qui est dans le projet parce que il est un contenu qui il fait partie d'un contenu dont plusieurs acteurs ont pris part. Bien, merci. Alors, professeur, que peut la coalition au Cameroun? La coalition de l'opposition, bien sûr. Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il est possible une éventuelle coalition? Il y a des éventualités de coalition. En 2004, on avait vu qu'il y a d'ailleurs très vite avorté. Et en 2011 également, on a vu quelques velléités. La coalition dépend d'abord de la qualité et de la densité politique des acteurs et des formations politiques qui entrent en coalition. Elle dépend ensuite de la capacité de ces acteurs-là à produire une offre politique et idéologique et programmatique cohérente en partant de la diversité des offres des acteurs qui entrent en coalition. Elle dépend ensuite de la capacité de mobilisation sociale des acteurs. Il y a donc différents types de facteurs qui entrent en compte dans la pertinence et l'efficacité d'une coalition politique. Maintenant, le seul fait d'entrer en coalition ne signifie pas nécessairement qu'on va gagner en compétitivité politique. Si on n'a pas l'Assemblée et combiné d'une certaine manière, c'est les différents facteurs que nous avons évoqués, au rang desquels il faudrait aussi ajouter la logistique. Bien, peut-être une dernière question à M. Serge Espoir Matomba. Alors, si éventuellement, si d'aventure, il était possible une coalition, alors que pensez-vous des primaires de l'opposition, telles que souhaitées par M. Kabalibi, qui a toujours clamé des primaires de l'opposition? Est-ce que c'est faisable? Écoutez, si jamais vous, l'opposition... Je n'entre pas et je n'aime pas commenter ce type de schéma. Je dis toujours, toute chose doit pouvoir répondre à un projet. Et un projet est bien élaboré. Donc, il n'est pas possible une quelconque coalition de l'opposition. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas, puisque d'ailleurs, nous sommes en pleine conversation avec plusieurs formations politiques et plusieurs candidats. Quel sera donc dans le cas, dans ce cas, s'il vous plaît, quel sera donc le critère de sélection du leader de cette opposition, si jamais cela arrivait? Écoutez, d'abord, l'offre politique qu'il porte, c'est la première des choses. La deuxième des choses serait la représentativité
au niveau national et même au sein de la diaspora camerounaise. Mais surtout et surtout, je reviens là-dessus, l'offre. L'offre, parce que vous pouvez ne même pas être représentatif, ça c'est une des choses, mais avoir une offre et avoir la capacité de porter, n'est-ce pas, cette offre-là que vos congénères ou vos partenaires politiques, je vais l'appeler ça ainsi, si vous me permettez, décident de vous mettre à la tête, n'est-ce pas, de ce que vous allez appeler vos coalitions. Mais il faut déjà préciser que chaque formation politique répond à une idéologie et chaque formation a un projet. Maintenant, les points de convergence peuvent nous amener à marcher ensemble ou à décider d'aller tout simplement chacun de son côté. Alors, je vous donne 2 noms rapidement et puis vous nous dites quel est le champ de rapport que vous entretenez. Alors, monsieur Olivier Billet. On a de bons rapports. Monsieur Akile Mouna. Je le connais personnellement, j'ai discuté avec lui plus d'une fois. Je ne pourrais pas dire que je le connais dans le fond, mais on a discuté et comme homme politique, j'ai beaucoup de respect pour lui. On ajoute 2 noms, monsieur Kamto. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai discuté avec lui plusieurs fois. Vous avez d'ailleurs été invité à... J'ai discuté avec lui plusieurs fois, j'ai beaucoup de respect pour lui et j'admire tout le travail qu'il fait. Et enfin, monsieur Kabalibi. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'admire le travail qu'il fait. J'ai discuté avec lui il y a quelques temps et nous allons encore discuter très bientôt. Bien, alors, professeur, votre mot de fin, peut-être sur la question d'une éventuelle, je reviens là-dessus, quelle sera d'une éventuelle coalition de l'opposition vraie cette fois-ci, alors quels peuvent être les critères de sélection de ce leader? Non, les critères dépendent des acteurs qui... Il faut rappeler qu'en 2004, ça a échoué, simplement parce qu'il y avait certains critères et dont certains n'obéissaient pas. Non, en fait, certains critères avaient été définis de manière à écarter certains candidats. Quand vous aviez un critère comme le critère d'une expression correcte dans les 2 langues officielles, il était évident que sur la base de ce seul critère, le chairman, John Foot, d'ailleurs, il avait claqué la porte. La représentativité était exclue. Donc, justement, avant d'entrer en coalition, il est très important que les partis politiques et acteurs politiques qui entrent dans cette démarche partent sur des principes de loyauté et de sérieux. Sinon, ça ne peut pas marcher. Bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Canal 24, nous voici donc arrivés au terme de notre programme Politoscope Acte 1. Nous vous disons donc merci d'avoir été nombreux à nous écouter. Nous remercions monsieur le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale qui est venu depuis Douala pour nous faire le plaisir d'être à cette émission en direct. Merci encore, monsieur le président. C'est comme ça qu'on dit très souvent. Mais chez vous, c'est plutôt monsieur le premier secrétaire. Ben, je peux comprendre. Vous me voyez déjà à la présidence. Ce sera le cas après le 7 octobre. C'est le meilleur qu'on vous souhaite. Merci également au professeur Mathias Eric Ounangini, politologue, enseignant des universités. Je préfère ne pas souvent dire, vous limitez à l'université de Yaoundé 2 parce que nous vous connaissons comme un très grand professeur qui enseigne même jusqu'à l'extérieur. Vraiment merci pour l'amitié que vous nous avez faite d'être là ce soir. Je vous en prie. Bien, Politoscope fin pour ce jour. On se retrouve certainement jeudi dans 2, s'il plaît à Dieu. Si vous avez aimé, tant mieux. Alors on fera l'effort de nous améliorer pour les prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis et ciao.